Bonjour et tout d'abord un très grand merci à Dimitri Rogerbert. Dimitri, tu as été un stagiaire extraordinaire. Je te remercie de m'avoir aidé à préparer cette vidéo et j'espère qu'elle sera à la hauteur de tes attentes. L'année 2023 est derrière moi et quelle année aura-t-elle été? Avec évidemment comme point d'orgue l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois au musée d'Orsay. Oui, il y avait beaucoup de monde, mais l'occasion était unique. Rassembler autant d'œuvres de la toute dernière période de Van Gogh, ça me semblait impossible. Pourtant, ils l'ont fait. C'était vraiment unique et je ne crois pas que cet exploit pourra un jour être répété. Je reviendrai bientôt sur cette exposition dans une vidéo dédiée parce que vraiment, ça en vaut la peine. Si vous l'avez raté, vous avez vraiment raté quelque chose, mais vous pouvez toujours vous rendre dans le cœur même de son sujet, qui est le village d'Auvers-sur-Oise, à 30 km seulement de Paris, où vous pourrez visiter l'auberge dans laquelle il vivait, la maison du docteur Gachet qu'il fréquentait, l'église qu'il a peinte, le cimetière où il repose aux côtés de Théo, le musée d'Aubigny, l'atelier de d'Aubigny, le musée de l'Absinthe, les Racines, et puis bien sûr le château d'Auvers où l'exposition Van Gogh Les Derniers Voyages continue à connaître un très grand succès et qui, elle, est ouverte jusqu'en septembre et vraiment qui vaut la peine, vous ferez moins la queue qu'à Orsay. Cette année, j'ai décidé de faire de cette chaîne YouTube une priorité. C'est un espace de liberté que j'apprécie particulièrement et que je n'ai pas pu investir suffisamment l'an dernier. Alors, les projets se bousculent à nouveau, mais je vais tenter d'y consacrer plus de temps. Si vous visitez mon site, artenon.com, vous m'aiderez à contribuer à produire des contenus, toujours dans le but de vous faire voyager avec moi à travers les recherches que je consacre au peintre des tournesols. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une récente acquisition, un joli document, une lettre écrite par Johanna Van Gogh Bonger, que j'ai achetée aux enchères au mois de décembre. Alors mon ami Hans Luiten, qui est un grand spécialiste de Johanna, le grand spécialiste de Johanna, n'aime pas que je dise Johanna. Et puis il a raison, parce que cette femme formidable est appelée Yo dans la correspondance de Van Gogh, et dans sa culture d'origine, le prénom figurant à l'état civil n'était pas le prénom d'usage. Le prénom d'usage de Johanna, c'était Yo. Mais bon, je pense qu'en France, personne ne l'a jamais appelée Yo en dehors de Vincent et Théo. On l'appelait Jeanne, Mademoiselle Bonger, puis Madame Van Gogh ou Madame Théo, et plus tard même le ridicule Madame Veuve Théo. Mais pas Yo, qui n'est même pas identifiable comme un prénom. Johanna est donc, oui, un petit peu artificielle, pas forcément super historique, mais Yo le serait encore moins, et puis porterait à confusion. Donc j'ai choisi depuis mes premiers écrits à son sujet en 2009 de l'évoquer en utilisant Johanna, que je trouve au passage très jolie. La lettre que je vais vous présenter est un document unique et émouvant, tant par son contenu que par le contexte de sa rédaction. C'est un courrier qui est assez bref, 2 pages seulement, à l'écriture soignée, sur un papier à lettres de bonne facture. À l'époque, on écrivait des jolies lettres sur du beau papier. Elle est adressée à un auteur français bien connu en son temps, un petit peu moins aujourd'hui, c'est dommage, Gustave Coquio. Et Gustave Coquio, qui est né en 1865, soit 12 ans après Vincent Van Gogh, était dramaturge et critique d'art. C'était un grand collectionneur des œuvres de Maurice Utrillo. Il a été portraituré par Picasso, s'il vous plaît. Il a été le secrétaire personnel d'Auguste Rodin, quand même. Mais l'histoire retiendra surtout son nom pour ses biographies de Cézanne, de Toulouse-Lautrec, de Seurat, de Degas, de Renoir, de Monticelli et puis bon, de Van Gogh, ouvrage qu'il a publié en 1923, soit 3 ans avant son décès. Alors le grand avantage des écrits de Coquio, outre la qualité de son écriture, est qu'il était très proche, dans le temps et dans l'espace, des figures historiques qu'il immortalisait. Il pouvait aller à la rencontre des contemporains des grands artistes, évoluer dans les mêmes décors, respirer le même air qu'eux et entendre les mêmes sons. Et Coquio était méticuleux. Quand il préparait une biographie, il consignait l'ensemble de ses impressions, sensations et découvertes dans des petits carnets, fort heureusement conservés. Et nous pouvons donc regarder par-dessus son épaule pendant qu'il travaillait et imaginer son parcours sur les traces des grands hommes dont il documentait la vie. En 1922, quand il préparait sa remarquable biographie de Van Gogh, c'est donc armé de ces petits carnets qu'il se lance sur les chemins provençaux, les rues parisiennes et les canaux néerlandais. Et pour mieux cerner le personnage, il prit contact avec la plus fervente ambassadrice de l'artiste, celle qui avait fait connaître Van Gogh dans le monde entier, Johanna. Johanna était la veuve de Théo, le frère, ami et mécène de Vincent, décédé
6 mois seulement après l'artiste. À 28 ans, Johanna devient la trop jeune héritière et la gardienne d'une collection de centaines de tableaux, de dessins et de lettres. Et par un travail acharné, passionné, elle sait vaincre l'obstacle que constituait son genre et puis son inexpérience. Elle sut convaincre les marchands d'art d'Europe et d'Amérique de la valeur des tableaux en sa possession et promouvoir l'œuvre de Vincent avec une intelligence et une efficacité inégalées. Alors, elle ne vendit pas tout pour conserver un cœur de collection extraordinaire qui est la base des fonds du musée Van Gogh d'Amsterdam, créé par son fils Vincent en 1973. Elle fit publier la correspondance de Vincent et Théo en 1914 à ses frais, et c'est elle qui réunit les frères par-delà la mort, en veillant donc en 1914 à ce qu'ils soient enterrés côte à côte au cimetière d'Auvers-sur-Oise, au milieu des blés. Pour convaincre Johanna du sérieux de sa démarche, Gustave Coquio lui avait envoyé une biographie de Toulouse-Lautrec qu'il avait publiée en 1913. Alors Johanna en fut vraisemblablement impressionnée puisqu'elle lui fit une réponse en tout point positive. Et la lettre que j'ai acquise en décembre est cette réponse émouvante qui témoigne du fait que Johanna, qui décédera en 1925 et qui était déjà affaiblie par la maladie de Parkinson, continua jusqu'au bout son combat pour la préservation et la diffusion de l'œuvre de Vincent. Accueillir Coquio, lui montrer les tableaux, les dessins et les documents importants, lui apporter un témoignage fiable, était le meilleur moyen de protéger la vie et l'œuvre de Van Gogh des nombreux fantasmes et malentendus qui fleurissaient déjà sur les traces de ce parcours mouvementé. La lettre de Johanna, écrite en un français parfaitement maîtrisé, contient des éléments précieux pour comprendre sa démarche. Monsieur, je m'empresse de vous remercier bien sincèrement du livre sur Lautrec que vous m'avez si gracieusement offert. Je l'ai lu avec le plus vif intérêt. J'ai connu Lautrec à Paris. Avec Vincent, il est venu déjeuner chez nous. Je possède, hormis le portrait de Vincent reproduit dans les lettres, un très beau tableau de lui, donc il m'a beaucoup intéressé de lire l'histoire de sa vie et votre analyse de son caractère, ce que le livre de Duret ne donne guère. Ai-je besoin de vous dire, monsieur, que mon fils et moi serons charmés de vous recevoir et de vous montrer les tableaux de Vincent en notre possession et de vous donner toute information qui pourront vous être utiles ? En attendant le plaisir de vous voir, veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. J. Van Gogh, Bonger. Fort de cette invitation encourageante, Coquio se mit en route pour Amsterdam, où vivaient Johanna et son fils Vincent Willem van Gogh. Le carnet de notes que le biographe remplit durant cette expédition hollandaise, conservé au musée Van Gogh, nous fait voyager de Paris à Amsterdam de manière précise et sensible. Chaque arrêt est commenté, nous rappelant que ce trajet, Van Gogh l'a fait une dizaine de fois et qu'il a observé les mêmes villes et paysages, 40 à 30 ans plus tôt. Et c'est avec cet œil-là que Coquio s'efforce d'observer ce qui se présente à lui pour mieux nourrir son livre. Alors, l'auteur n'est pas très impressionné par les Pays-Bas en ce qui concerne l'architecture, l'urbanisation ou les mœurs locales. En lisant ses notes, on reconnaît un peu l'impression qu'avait eue Voltaire, canot, canard, canaille. Alors, en revanche, les œuvres d'art vues dans les musées soulèvent son enthousiasme le plus franc, surtout lorsqu'il découvre des tableaux de Van Gogh qu'il n'avait encore jamais vus auparavant. Chez Johanna, où il se rend le mardi 13 juin, son émerveillement est manifeste. Je cite son carnet. Chez Madame Théo, 77 Koninginnenweg. Des merveilles. Beaucoup d'œuvres. Il avait raison, il y en avait des centaines. Madame Théo, née Bonger, femme très nerveuse, moyenne, jolis yeux, de 50 à 60 ans, souffrante, fut mariée à Cohen Goschalk, aujourd'hui mort. Chez le fils de Théo, dîner. Vue, la chambre à coucher, très grande. Vue, les barques aux Sainte-Marie. Vue, les iris violets. Vue, les troncs d'arbres avec lierre. Vue, les amandiers en fleurs, etc. Au mur de l'appartement de Johanna, Coquio voit le portrait de Van Gogh, au pastel, par Lautrec, et le portrait de Van Gogh, peinture, par Russell, ainsi qu'un autre de tableau de Toulouse-Lautrec, poudre de riz. Si ces tableaux l'enchantent, son impression de la famille Van Gogh est contrastée. Elle est faite d'admiration et d'incompréhension. Un choc culturel bien compréhensible entre un personnage haut en couleur, un dandy dont l'humilité n'est pas la première des qualités, et une famille dont la modestie et la retenue sont proverbiales.
Les relations resteront cependant excellentes, mais Johanna et Kokio ne vivront pas assez longtemps pour voir leur respect mutuel se muer en véritable amitié. Mais la biographie de Van Gogh écrite à l'issue de cette rencontre est, selon moi, la meilleure à ce jour. Pas la plus complète, mais la mieux sentie, la plus proche des réalités du peintre. Et j'en conseille donc vivement la lecture. La lettre du 5 avril 1922, dont je souhaite qu'elle puisse un jour retrouver la documentation du musée Van Gogh, est un rare et émouvant témoignage de l'action exemplaire de Johanna, qui était au service désintéressé du souvenir de son premier mari et de son incroyable frère. Elle nous permet aussi de nous plonger dans les profondeurs du travail de Kokio, qui est un biographe d'une extraordinaire précision et d'un extraordinaire dévouement.